Juin 1942. À travers la vaste étendue bleue du Pacifique, deux flottes massives réduisaient silencieusement la distance. Musique. 4 porte-avions japonais, symbole même de la puissance qui avait incendié Pearl Harbor, se préparaient à porter un coup décisif. Face à eux se trouvait une mince force américaine détenant un avantage dont l'ennemi ignorait totalement l'existence. Très haut dans le ciel, des escadrons d'attaque plongeaient depuis les nuages, nez pointés vers les ponts des porte-avions, bombes suspendues sous leurs ailes, attendant le moment d'être larguées. Et là, la bataille de Midway allait décider du sort du Pacifique. Musique. En décembre 1941, le Japon lança une attaque surprise sur Pearl Harbor. La flotte américaine du Pacifique fut paralysée, plusieurs cuirassés furent coulés et plus de 2000 marins furent tués. Après ce coup, le Japon s'étendit rapidement à travers l'Asie et le Pacifique, s'emparant de Singapour, des Philippines, de Hong Kong et poussant même jusqu'à l'océan Indien. En 6 mois, il semblait inarrêtable. Les 3 porte-avions américains, Enterprise, Hornet et Yorktown, eurent la chance de ne pas être présents à Pearl Harbor le jour de l'attaque. Ils demeuraient la seule force majeure intacte et devinrent rapidement la cible principale du Japon pour élimination. La marine impériale conçut un plan audacieux pour s'emparer de Midway, un petit atoll dans le Pacifique central, à plus de 1000 km d'Hawaï. Ils croyaient que les États-Unis seraient forcés de déployer tous leurs porte-avions pour défendre Midway et, ce faisant, tomberaient dans un piège. Ce que le Japon ignorait, c'est que les Américains avaient déchiffré leur code naval JN-25. Toute l'opération Midway avait été exposée. L'amiral Chester Nimitz positionna discrètement ses 3 porte-avions à l'est de l'île, prêts à tendre une embuscade à la flotte japonaise. Début juin 1942, les 2 camps se mirent en position. D'un côté se tenaient 4 porte-avions japonais, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, les mêmes navires de guerre qui avaient à terroriser le Pacifique depuis Pearl Harbor. De l'autre côté, les 3 porte-avions américains restant soutenus par les défenses de Midway. 2 flottes étaient désormais en route pour un affrontement décisif, une bataille qui déterminerait le sort de la guerre du Pacifique. Tôt le matin, 4 juin, à 1942, l'océan Pacifique reposait silencieux dans l'obscurité, rompu seulement par le bruit des vagues contre les navires. Sur le pont d'envol du porte-avions Akagi, navire amiral de la flotte japonaise, marins et pilotes se déplaçaient régulièrement sous les lumières rouges. Bombardiers et chasseurs furent sortis, alignés et préparés pour le lancement. L'atmosphère à travers le navire était tendue et urgente. À 4h30 du matin, l'ordre de lancement fut donné. Les moteurs rugirent. Les avions décollèrent l'un après l'autre dans le ciel nocturne. Des 4 principaux porte-avions, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, un total de 108 avions décollèrent, incluant des chasseurs Zéro, des bombardiers en piqué D, 3A et des bombardiers torpilleurs Nakajima B 5N. Leur cap était fixé sud-est vers l'île de Midway. Musique. Au même moment sur Midway, la matinée commença normalement. Soudain, le radar détecta de multiples signaux approchant du nord-ouest. À 5h45 du matin, les alarmes aériennes retentirent à travers l'île. Les défenseurs se précipitèrent à leur position. Les canons antiaériens furent chargés. L'escadron de chasse des Marines sur l'île, composé seulement de quelques F-4F Wildcat et F-2A Buffalo, décolla pour intercepter. Vers 6h20 du matin, la force de frappe japonaise apparut au-dessus de Midway. Les chasseurs Zéro tournoyèrent en escorte, tandis que des groupes de bombardiers en piqué, D3, rompirent dans la formation et commencèrent leurs attaques. Pendant ce temps, les B-5N volèrent bas depuis la mer. La première bombe frappa la piste et les baraquements, secouant l'île. Les troupes américaines se précipitèrent à couvert tandis que les batteries antiaériennes ouvraient le feu, remplissant le ciel d'éclats de fumée noire. Une poignée de chasseurs des Marines tentèrent d'engager le combat, mais furent rapidement abattus par les Zéros avec la supériorité aérienne assurée. Les bombardiers japonais continuèrent leur attaque. Réservoirs de carburant, hangars, stations radio et centrales électriques furent tous touchés, causant de multiples grandes explosions. Une bombe frappa le dépôt de munitions, détonnant avec une force suffisante pour détruire la tour de contrôle. Plusieurs positions défensives,
et canons anti-aériens furent éliminés. Après environ 15 minutes de bombardement, les avions japonais se retirèrent vers leur porte-avions. Midway fut laissé en flammes, sa piste lourdement endommagée, de vastes zones en feu et des dizaines de personnels américains tués ou blessés. Pourtant, la base n'était pas complètement neutralisée. La piste demeurait utilisable dans une certaine mesure et plusieurs batteries anti-aériennes étaient encore en action. Pour les défenseurs américains, il était clair que la bataille ne faisait que commencer. Immédiatement après la fin du raid de bombardement japonais, les États-Unis lancèrent ce qui restait de leurs forces aériennes pour contre-attaquer. Plus tôt, profitant du temps avant l'arrivée de l'ennemi, les commandants de Midway avaient déjà ordonné à plusieurs avions de rechercher la flotte japonaise. Maintenant, malgré les lourds dégâts à la base, chaque avion encore opérationnel reçut l'ordre de décoller. Les pilotes américains comprenaient que s'ils ne ripostaient pas maintenant, ils n'auraient peut-être pas d'autre chance. À 7h10 du matin, au-dessus des eaux près de la formation de porte-avions japonais, 6 bombardiers torpilleurs, TBF Avenger, approchèrent à basse altitude. Ils volèrent en 2 sections utilisant la couverture nuageuse et la fumée pour pénétrer les défenses extérieures. Derrière eux vinrent 4 bombardiers moyens, B-26 Marauder, transportant également des torpilles. Alors qu'ils se rapprochaient, le tir anti-aérien japonais éclata et plus d'une douzaine de chasseurs Zéro plongèrent pour intercepter. Un Avenger fut détruit en plein vol. Les autres pressèrent et larguèrent leurs torpilles, mais les porte-avions japonais évitèrent chaque attaque par des manœuvres brusques. Un B-26 lourdement endommagé et en feu perdit le contrôle et faillit s'écraser sur le porte-avions Akagi, passant à quelques mètres seulement de son pont d'envol avant de plonger dans la mer. À la fin de l'attaque, seul un Avenger et 2 B-26 retournèrent à Midway, tous gravement endommagés. À 7h45 du matin, un autre groupe attaqua d'une direction différente. Des bombardiers en piqué du corps des Marines dirigés par le commandant Lofton Henderson. Leur formation consistait en avions SB des Dauntless et SB-2U Vindicator obsolètes ciblant le porte-avions Hiryu. Manquant d'expérience, les pilotes utilisèrent le bombardement en piqué peu profond au lieu de plongées abruptes, les rendant des cibles faciles. 9-0 japonais engagèrent rapidement le combat, abattant plusieurs avions. Le commandant Henderson fut tué lorsque son Dauntless fut touché et s'écrasa dans la mer. Les bombardiers restants larguèrent leurs charges, mais aucune ne toucha la cible. Seuls des quasi-impacts furent enregistrés. Quelques avions parvinrent à se replier vers Midway, lourdement endommagés. Avec 2 attaques américaines repoussées, le ciel tomba brièvement dans le silence. Fumée et débris marquaient Akelezo en contrebas. En moins d'une heure, la flotte japonaise avait défait 2 attaques distinctes depuis Midway, ne perdant qu'une poignée de chasseurs tandis que les attaquants américains étaient presque anéantis. À 8h10 du matin, une autre menace apparut à haute altitude. 12 bombardiers lourds, B-17. Forteresses volantes arrivèrent à 6000 mètres et larguèrent des bombes sur la flotte japonaise. La longue chute donna aux navires japonais suffisamment de temps pour manœuvrer. Des colonnes d'eau imposantes jaillirent autour des vaisseaux, mais aucune des bombes ne toucha sa cible. La flotte demeura intacte. À 8h30 du matin, une nouvelle attaque survint. 11 bombardiers en piqué Vutes B-2U Vindicator depuis Midway ciblèrent le cuirassé Haruna. Volant lentement dans un feu anti-aérien intense, ils larguèrent leurs bombes, qui à nouveau éclaboussèrent seulement la mer à proximité. 2 Vindicators furent abattus, le reste largua leurs bombes et se retira. Musique tout au long de la matinée du 4 juin. Toutes les attaques aériennes lancées depuis Midway échouèrent. Pas une seule bombe ou torpille ne frappa la flotte japonaise. Cependant, les assauts américains répétés, bien qu'inefficaces, commencèrent à placer une pression significative sur le commandement japonais. Sur le navire amiral Akagi, le vice-amiral Chuichi Nagumo faisait face à un dilemme. À 8h20 du matin, il reçut un rapport d'un avion éclaireur indiquant que des porte-avions américains avaient été repérés au nord-est de Midway. Au même moment,
le chef de la force de frappe de Midway rapporta que la base de l'île était toujours opérationnelle et nécessitait une autre attaque. Nagumo était pris entre deux options: réarmer les avions avec des bombes pour une seconde frappe sur Midway ou les préparer avec des torpilles pour une attaque sur la flotte américaine. Pendant qu'il hésitait, d'autres raids américains depuis Midway arrivèrent, perturbant les opérations. Les avions japonais revenant de missions antérieures durent esquiver les bombes et furent hâtivement repositionnés pour un nouveau lancement. Les quasi-impacts forcèrent les équipes du pont d'envol à interrompre temporairement leur travail. Dans les airs, les pilotes zéro, épuisés après un combat continu, manquaient de carburant et de munitions. Ces perturbations retardèrent les décisions de Nagumo. De précieuses minutes s'écoulèrent, des minutes qui s'avéreraient critiques pour le sort de la flotte japonaise. Pendant ce temps, au nord-est, la marine américaine préparait sa contre-attaque. Grâce aux renseignements obtenus par le décryptage des codes, l'amiral Chester Nimitz avait positionné à l'avance les forces de porte-avions américaines près de Midway. Le matin du 4 juin, deux groupes de porte-avions commandés par le vice-amiral Frank G. Fletcher et le contre-amiral Raymond A. Spruance manœuvrèrent en position à environ 200 milles à l'est de la flotte japonaise. La force américaine consistait en 3 porte-avions, Enterprise et Hornet dans la force opérationnelle 16 et Yorktown dans la force opérationnelle 17. Une fois que la reconnaissance confirma la position des porte-avions japonais, les ordres de lancement furent émis. Commençant vers 7 heures du matin, les ponts d'envol des porte-avions américains s'animèrent d'activité. Les avions furent catapultés dans les airs en groupes notes successifs. Au total, plus de 100 avions, incluant des chasseurs F-4F Wildcat, des bombardiers en piqué SBD, Dauntless et des bombardiers torpilleurs, TBD Devastator, décollèrent, se dirigeant vers la formation japonaise dans le but de porter un coup décisif. À 9h20 du matin, l'escadron de torpilles 8 du Hornet, composé de 15 TBD Devastator, fut le premier à établir le contact avec les porte-avions japonais. Manquant d'escorte de chasseurs, ils attaquèrent immédiatement. Volant à basse altitude, ils approchèrent du sud-est. Plus de 20 chasseurs zéro bondirent dès qu'ils furent détectés. Bien qu'en infériorité numérique, les Devastators maintinrent la formation, pressant à travers un feu anti-aérien intense et des attaques incessantes des zéros. Un par un, les lourds avions torpilleurs furent abattus. Une poignée parvint à atteindre la portée de lancement et largua leurs torpilles sur le porte-avions Soryu. Des explosions éclatèrent dans l'eau, mais aucune ne frappa sa cible. En quelques minutes, l'escadron fut virtuellement anéanti. 14 des 15 avions furent détruits. Des 30 pilotes et membres d'équipage, 29 furent tués. Seul un jeune pilote survécut, éjecté lorsque son avion s'abattit. S'accrochant à un radeau de sauvetage au milieu de vagues couvertes de nappes de pétrole, il regarda la bataille faire rage dans les cieux au-dessus. Musique. Immédiatement après l'escadron de torpilles 8, l'escadron de torpilles 6 d'Enterprise et l'escadron de torpilles 3 de Yorktown lancèrent également des attaques contre la flotte japonaise. Leurs résultats furent les mêmes. Presque tous les bombardiers et torpilleurs furent abattus et pas une seule torpille ne frappa une cible. En moins d'une heure, 3 escadrons de torpilles américains avaient été virtuellement anéantis. Bien qu'ils n'infligèrent aucun dégât direct, leur sacrifice s'avéra décisif. Premièrement, leurs attaques renforcèrent la flotte japonaise à rester engagée en défense, les empêchant de se concentrer sur une contre-attaque immédiate. Deuxièmement, en attirant la couverture de chasseurs japonais vers la basse altitude, ils laissèrent l'espace aérien au-dessus de la flotte exposée, précisément là où les bombardiers en piqué américains approchaient. Plus tôt, le groupe de bombardiers en piqué d'Enterprise, dirigé par le commandant d'escadron, Clarence McCluskey, avait eu du mal à localiser l'ennemi. Ils atteignirent la zone attendue, mais ne trouvèrent aucun porte-avions. Avec le carburant s'épuisant, McCluskey dut décider entre faire demi-tour ou presser encore quelques minutes. Repérant un destroyer japonais solitaire filant à grande vitesse vers le sud-ouest, il choisit de le suivre. Cette décision mena son groupe directement à la principale force de porte-avions japonais.
À 10h20 du matin, tandis que les héros japonais étaient encore engagés à basse altitude contre les derniers avions torpilleurs, 31 bombardiers en piqué SBD Dauntless d'Enterprise apparurent à 10 000 pieds au-dessus du flanc sud-ouest de la formation japonaise. McCloskey donna l'ordre de plonger. Les Dauntless basculèrent et plongèrent presque verticalement. Le porte-avions Kaga fut frappé à plusieurs reprises, incluant une bombe qui pénétra le pont du hangar, rempli d'avions ravitaillés et armés. Des explosions déchirèrent le navire, et Kaga fut rapidement englouti par les flammes. Au même moment, le navire amiral Akagi fut touché par une bombe critique qui explosa à l'intérieur du pont du hangar, embrasant le navire. Presque simultanément, les bombardiers en piqué de Yorktown frappèrent le porte-avions Soryu, déclenchant des incendies incontrôlables. En seulement 5 à 6 minutes, 3 des principaux porte-avions du Japon, Kaga, Akagi et Soryu, furent mortellement touchés et effectivement détruits. À bord, des avions entièrement armés attendant de lancer alimentèrent des explosions secondaires massives déchirant les structures des navires. Les ponts éclatèrent en explosions successives et des états-majors entiers furent tués en quelques instants. Les survivants soit abandonnèrent le navire, soit tentèrent en vain de combattre les incendies se propageant. Sur les navires japonais restants, les équipages restèrent sous le choc, alors que l'ampleur du désastre se déroulait sous leurs yeux. La nouvelle parvint à l'amiral Isoroku Yamamoto, qui au début refusa de le croire, mais la destruction de sa force de frappe était indéniable. En quelques minutes, le cœur de la puissance de porte-avions du Japon, responsable de Pearl Harbor et de l'expansion à travers le Pacifique, avait disparu. Pendant ce temps, les pilotes américains des SBD virent d'imposantes colonnes de fumée s'élever de leur cible. Se regroupant rapidement pour économiser le carburant, ils firent demi-tour vers leur porte-avions. La victoire obtenue en ces quelques minutes décisives allait altérer le cours de toute la bataille de Midway. Musique, sur le pont d'envol d'Iryu, le contre-amiral Tamon Yamaguchi organisa rapidement les avions restants. Vers 10h40 du matin, 18 bombardiers en piqué à Ichide, 3 As, A et 6 chasseurs Zéro lancèrent vers la flotte américaine. Leur première cible était Yorktown, le porte-avions récemment réparé après la mer de Corail et opérant maintenant aux côtés d'Enterprise et Hornet. Vers midi, le radar de Yorktown détecta des avions entrants. Les alarmes retentirent, les équipes antiaériennes prirent position et les derniers Wildcats restants décollèrent pour intercepter. Dans les cieux au-dessus, la formation japonaise affronta les chasseurs américains. Plusieurs D3AA furent abattus, mais le reste pressa et plongea depuis plus de 10 000 pieds sur Yorktown. 3 impacts directs de bombes secouèrent le navire, déclenchant des incendies et coupant temporairement l'alimentation. Le porte-avions ralentit et gîta, des flammes s'élevant de plusieurs sections. Musique. Les équipes de contrôle des avaries agirent rapidement. En 1 heure, Yorktown avait retrouvé sa stabilité et pouvait naviguer à vitesse presque normale, paraissant de loin presque intacte. Vers 13h30, une seconde frappe d'Iryu arriva. 10 bombardiers torpilleurs Nakajima-B 5N, avec 6 escortes 0. Depuis l'altitude, les pilotes japonais furent surpris de voir ce qui ressemblait à un porte-avions américain intact, croyant que Yorktown avait déjà été détruit lors du raid précédent. En réalité, c'était le même navire temporairement restauré. Croyant faire face à une cible fraîche, les B-5N se divisèrent en 2 groupes, manœuvrant pour une attaque en tenaille. Sur Yorktown, les alarmes retentirent une fois de plus. Les batteries antiaériennes et les Wildcats tirèrent dans la formation approchante, abattant plusieurs attaquants, mais d'autres pressèrent pour larguer leurs torpilles. Des 2 côtés, les torpilleuses frappèrent l'eau à l'unisson. 2 détonations tonnèrent contre le flanc bâbord de Yorktown, déchirant sa coque. L'eau de mer se précipita à l'intérieur. Le navire gîta lourdement sur bâbord, ses moteurs morts. Yorktown s'immobilisa au milieu du Pacifique et son équipage fit face à la sombre réalité que le porte-avions pourrait couler à tout moment. Après le retrait de la seconde frappe japonaise, la mer devint silencieuse pour un bref moment. Les navires d'escorte se déplacèrent rapidement pour assister Yorktown. Le porte-avions était désactivé, mais n'avait pas encore coulé.
Son capitaine ordonna à l'équipage d'abandonner le navire pour sauver des vies. La plupart des hommes évacuèrent dans des canots de sauvetage tandis qu'une petite équipe de contrôle des avaries resta à bord. Remarquablement, Yorktown resta à flot durant la nuit du 4 juin, bien que dans un état critique. Pendant ce temps, les pilotes japonais transmirent par radio, affirmant avoir coulé 2 porte-avions américains alors qu'en réalité les 2 attaques avaient frappé seulement Yorktown. Le contre-amiral Tamon Yamaguchi à bord d'Iryu fut initialement encouragé par le rapport. Pourtant, la situation était désastreuse. Iryu était désormais le seul porte-avions japonais opérationnel avec moins d'un escadron complet d'avions restants. Yamaguchi résolut de continuer à combattre, prêt à lancer une dernière frappe. Cependant, la reconnaissance confirma qu'au moins 2 porte-avions américains étaient encore intacts. Suite aux pertes désastreuses plus tôt ce jour-là, l'amiral Chuichi Nagumo, qui avait transféré son pavillon d'Akagi au croiseur Nagara, jugea la bataille ingagnable et ordonna un retrait général vers l'ouest. Lié par cette décision, Yamaguchi annula son attaque planifiée et prépara Iryu à affronter seul la flotte américaine. Tard dans l'après-midi du 4 juin, des avions éclaireurs américains localisèrent finalement Iryu se dirigeant vers l'ouest. Le contre-amiral Raymond Spruance ordonna immédiatement une frappe finale. Vers 17h, 40 bombardiers en piqué SB des Dauntless lancèrent depuis Enterprise et Hornet. Approchant la cible, les Américains trouvèrent un Iryu sous mesure défensive complète, écran de fumée, 13-0 restant au-dessus et tir antiaérien concentré. Même ainsi, les défenses ne purent arrêter l'assaut. Vague après vague de bombardiers, Dauntless plongèrent au jeu sur Iryu. Les artilleurs antiaériens abattirent plusieurs attaquants, mais 4 bombes lourdes frappèrent le porte-avions. Une pénétra dans la salle des machines, causant des explosions internes massives. Les incendies se propagèrent rapidement à travers le vaisseau, l'engloutissant dans les flammes. En quelques minutes, Iryu subit le même sort que les 3 autres porte-avions plus tôt dans la journée. Incendies incontrôlables et explosions secondaires déchirant sa structure. Sur la passerelle, le contre-amiral Yamaguchi demeura calme. Au dernier moment, il refusa l'évacuation, choisissant de rester avec son navire. Le capitaine Tomeo Kaku choisit également de rester. Au coucher du soleil, Iryu était en flammes de la proue à la poupe, une épave brûlante contre le ciel s'assombrissant. Tout au long de la nuit, les destroyers japonais évacuèrent l'équipage survivant et les blessés. À l'aube du 5 juin, le navire étant au-delà du sauvetage, les destroyers japonais tirèrent des torpilles pour s'aborder Iryu, s'assurant qu'il ne tombe pas entre les mains ennemies. Le dernier porte-avions japonais survivant à Midway glissa sous les vagues, emportant avec lui le contre-amiral Yamaguchi, le capitaine Kaku et de nombreux officiers qui avaient choisi de sombrer avec leur navire. Dans la nuit du 4 juin, la flotte japonaise se retira vers l'ouest, abandonnant son ambition de capturer Midway. Le contre-amiral Raymond Spruance, commandant les forces américaines, choisit de ne pas poursuivre dans l'obscurité. Méfiant des embuscades de sous-marins ou des frappes aériennes japonaises à longue portée depuis des bases telles que l'île Wake, il conserva plutôt sa force, attendant la lumière du jour pour continuer la chasse. À l'aube du 5 juin, des avions de reconnaissance américains se déployèrent à travers les mers autour de Midway. La majeure partie de la flotte japonaise était déjà hors de portée. Pourtant, en retraite, 2 croiseurs lourds, Mogami et Mikuma de la division de croiseurs 7, subirent un accident grave. En manœuvrant pour éviter un sous-marin américain, ils entrèrent en collision. Mikuma subit de graves dommages à la proue et ralentit dramatiquement, prenant du retard avec seulement quelques destroyers pour escorte. Mogami, avec sa poupe gravement écrasée, peinait à maintenir le rythme, boitant vers l'ouest. Vers midi le 6 juin, des avions éclaireurs américains d'Enterprise localisèrent les croiseurs endommagés. Spruance lança immédiatement des groupes de frappe depuis Enterprise et Hornet. Les bombardiers en piqué fondirent, touchant Mikuma de multiples impacts directs. Le croiseur éclata en flammes, une fumée noire imposante marquant sa mort avant qu'il ne coule finalement. Le Moami fut également touché et prit feu, mais évita les coups catastrophiques et parvint à s'éloigner péniblement vers le sud-ouest. Évaluant les risques de s'aventurer plus profondément dans les eaux contrôlées par les Japonais, Spruance annula toute poursuite supplémentaire et consolida ses forces.
Le matin du 7 juin, la tragédie frappa les Américains. Après 2 jours de travaux de sauvetage désespérés, le Yorktown était toujours à flot malgré des dégâts paralysants. Alors que les destroyers et les équipes de secours s'efforçaient de le stabiliser, le sous-marin japonais Mame 168 parvint à franchir l'écran de protection. Il tira une salve de torpilles sur la formation américaine. Le Yorktown fut touché à plusieurs reprises, scellant son destin. Le destroyer USS Amman, qui fournissait également de l'énergie et un soutien de pompage, fut également touché et coula rapidement, emportant de nombreux membres d'équipage avec lui. Bien que la plupart des hommes du Yorktown aient été évacués, le porte-avions roula lentement et sombra dans les profondeurs du Pacifique. Sa brève mais remarquable carrière de combat se terminait moins d'1 mois après la mer de Corail. Après 4 jours de combats féroces, du 4 au 7 juin 1942, la bataille de Midway prit fin. L'océan Pacifique était jonché de nappes de pétrole et d'épaves à la dérive, vestiges de l'un des affrontements navals les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Les pertes japonaises furent catastrophiques. 4 porte-avions de flotte, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, ainsi que le croiseur lourd Mikuma, furent détruits. Plus de 3000 officiers et marins furent tués, dont de nombreux aviateurs vétérans qui avaient amené l'attaque de Pearl Harbor. Ce fut un coup dont la marine impériale japonaise ne se remettrait jamais. Les États-Unis payèrent leur propre prix. La perte du porte-avions Yorktown, du destroyer Amman et d'environ 300 hommes. Pourtant, en retour, l'Amérique remporta une victoire décisive. Midway effaça l'ombre de la défaite laissée par Pearl Harbor et galvanisa le moral de l'armée américaine et du public. Plus important encore, la bataille modifia définitivement l'équilibre des forces dans le Pacifique. Avec sa force de porte-avions anéantie, le Japon fut contraint à la défensive sur presque tous les fronts. Les États-Unis, en revanche, saisirent l'initiative, entamant une série de contre-offensives qui commenceraient par Guadalcanal seulement 2 mois plus tard. Midway devint le tournant stratégique de la guerre du Pacifique. Elle marqua le déclin irréversible de la domination navale du Japon impérial et la montée de l'élan offensif américain. La victoire constitua également un hommage au courage et au sacrifice des aviateurs et des marins qui donnèrent à leur vie pour obtenir le verdict de l'histoire au milieu de l'immense étendue de l'océan Pacifique. Musique.